cet épisode 333, il sera encore question de la vulnérabilité découverte récemment dans la bibliothèque Log4j d'Apache, dont on vous avait déjà parlé la semaine dernière, et de certains effets inattendus de ce large problème de sécurité. Vos enfants vous font de beaux dessins, Meta va les animer grâce à une intelligence artificielle. Après avoir développé un navigateur en version mobile, DuckDuckGo s'applique à en créer un pour macOS. Après les robots humanoïdes, les robots chiens, les robots volants, voici le poisson robot pour répondre à quel sushi? Explication dans ce numéro. Bienvenue et d'avance merci de vous abonner au Techno. Merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. Et on salue nos deux camarades qui ont pris leur tenue de circonstance. D'un côté le pull de Noël de Benoît, de l'autre le bonnet du Père Noël chez Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc, bonjour tout le monde. Et la petite cloche avec mon bonnet de Noël. Ouais, enfin, arrête de toucher à ça, s'il te plaît. Bonjour Benoît qui se contente d'un sobre pull de Noël. Voilà. Trop sobre d'après certains. Donc, avant dernier épisode de l'année, je tiens à signaler que oui, il y aura un épisode entre Noël et Nouvel An. Autant le savoir. C'est quelque chose que je pense qu'on ne fait pas souvent chez les technos, mais pour cette 8e saison, on va le faire. On salue ceux qui nous ont laissé des commentaires cette semaine, à savoir en tout cas 5 d'entre eux: David Amiel, Alex C, Maître Jedi, Loïc Inkiel, Christophe Z, et bien sûr vous peut-être, et tous les autres qui ont laissé des commentaires ou simplement fait des likes, par exemple sur notre groupe Facebook ou notre page Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur les applications de podcast de manière générale. Vous savez où nous trouver évidemment et où nous interpeller le cas échéant, j'ai envie de dire. On a un programme chargé que l'on étendra d'ailleurs sur un bonus, comme on a l'habitude de le faire maintenant, et donc on ne va pas traîner, on va directement attaquer notre abécédaire, et je sais déjà que mes petits camarades nous ont fait quelques petites blagounettes. Allez, on commence avec la lettre C comme Chine. Je dis pas de bêtises, hein. Parce que j'ai pas la même chose chez moi, mais tout. C'est pas grave, j'ai réglé le problème. C comme Chine. La Chine annule ses contrats avec certains opérateurs. On va expliquer pourquoi, Sébastien, parce que ça a à voir avec cette fameuse faille de sécurité dont on va parler plusieurs fois dans cet épisode. Oui, c'est à cause de Log4j que la Chine annule ses contrats avec pourtant un de ses poids lourds du secteur, qu'elle annule un contrat avec des sociétés privées, passe encore, des sociétés étrangères, bah, pourquoi pas, mais là avec un poids lourd du secteur qui est Alibaba. Il faut jamais oublier Alibaba quand on parle de cloud ou d'e-commerce. Alibaba est pour résumer, un espèce de cloud, un espèce de clone d'Amazon qui a commencé en retail comme Amazon et puis qui s'est diversifié dans le cloud. On parle souvent des 3 grands acteurs américains, Microsoft, Google et Amazon pour le cloud. Il faut pas négliger Alibaba qui est un poids lourd, peut-être un peu moins présent en Europe, on le voit moins sur le marché d'entreprise en Europe, mais en Chine c'est un des très grands acteurs, le plus grand acteur de cloud, et c'est normal que le gouvernement chinois fasse appel à eux pour toute une série de services, comme les autres gouvernements font appel aux autres acteurs du cloud partout ailleurs en Europe et aux États-Unis. Sauf que cette semaine, la Chine a décidé d'annuler une partie de ses contrats avec Alibaba. Pourquoi? Parce que dans les contrats entre le gouvernement chinois et Alibaba, il y a une clause qui dit que quand une entreprise chinoise détecte une faille de vulnérabilité, une vulnérabilité de sécurité informatique, ils ont obligation de reporter cette vulnérabilité, c'est difficile à dire, vulnérabilité au gouvernement chinois avant de la rapporter à l'auteur de la vulnérabilité. Oui. Donc ils sont obligés contractuellement de dire au patron, dites, vous savez qu'il y a ça, et puis après seulement ils peuvent faire le disclosure. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Ça peut servir, évidemment. Ne le jetez pas tout de suite en pâture, ça pourrait servir. Or, il se trouve que c'est les chercheurs d'Alibaba qui, le 24 novembre dernier, ont publié un papier qui expliquait la faille de vulnérabilité Log4j dont on a parlé la semaine passée, dont je reparlerai tout à l'heure également, sans en avoir prévenu le gouvernement chinois, et donc la réponse est immédiate. Ils se font taper sur les doigts par le gouvernement chinois. Pourquoi j'ai trouvé cette news un peu décalée, un peu amusante? Mais justement, c'est cette obligation de rapporter les failles de sécurité au gouvernement avant de les rapporter à l'auteur, à l'éditeur de logiciels ou de cloud. Je trouve ça une manière assez intéressante de conduire du business au niveau de l'État.
Pas que du business, hein, conduire l'État, tout simplement. Je sais pas ce qu'en pense Benoît de ce type de pratique. C'est pas courant. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'on travaille chez nous. C'est une autre conception de la sécurité, clairement. Ouais. c'est ça. Imaginez, je trouve un virus, par exemple, hein, un truc comme ça, tout à fait par hasard. Je découvre un virus qui pourrait potentiellement se répandre et créer une pandémie. Je dis, d'abord me le donner, hein, pour que je vois bien ce qu'il y a dedans. Et après on en discute. C'est un peu ça, hein, je dis pas de bêtises, c'est un peu le même principe. N'extrapolons pas quand même. Non, je sais bien. Non, mais en termes informatiques, oui, clairement, l'objectif est clair, hein, on va pas se contourner, se voiler la face. Ça permet au gouvernement chinois d'avoir une longueur d'avance, de pouvoir exploiter des failles avant qu'elles soient rapportées à des éditeurs. Ou, tout du moins sans se protéger. Se protéger, voilà, oui, c'est ça. C'est dire, ok, est-ce que on va le dire à tout le monde, mais est-ce que nous déjà de notre côté, on a mis toutes les barrières possibles, imaginables, ce que je pense très honnêtement, hein, je pense que d'autres États pratiqueraient de la même manière, d'autres grands États, on va dire, genre avec des bannières étoilées ou tu vois, de ce genre-là. Je suis à peu près persuadé qu'ils vont d'abord se prémunir d'éventuelles attaques, se protéger avant de commencer à dire regardez ce qui se passe de ce côté-là. Je pense, non ? Je suis un peu bisounours et naïf sur ce truc-là et j'aurais tendance à croire que oui, mais ici je sais pas pourquoi. La Chine, je le sens pas. Je crois vraiment qu'il y a une intention offensive plus que défensive. Voilà, c'est ça. Mais j'ai aucune donnée pour le prouver, évidemment. Hein. Non, mais ça, on parle en vide, comme d'habitude. Mais c'est pas très grave. Ayez un peu d'imagination chez vous. Et si vous avez une opinion, parce que là, il ne s'agit que d'opinion. Si vous avez des preuves, alors à ce moment-là, gardez-les et n'en parlez à personne. Donnez-les au gouvernement chinois d'abord. Oui, donnez-les d'abord au gouvernement. Mais si vous avez une opinion sur l'idée, sur le sujet, n'hésitez pas à la partager. Évidemment, on se fera une joie de vous lire. On est à la lettre D. D comme Dell, la marque Dell, évidemment. Benoît, on parle de Paris, qui est un concept de webcam du futur. Exactement, donc on sait que le CES est en danger, hein. Il pourrait ne pas y avoir de CES une nouvelle fois cette année, pour les mêmes raisons que l'année passée, et du coup les marques un certain nombre de marques ont décidé de faire des espèces de présentations avant le CES, des annonces de certains concepts, produits, etc. Et Dell, plutôt que d'annoncer des produits, a voulu présenter carrément des idées sur lesquelles il travaille, mais qui ne sont pas encore complètement abouties. Et dans le cadre du télétravail, c'est clair qu'on a tous besoin d'une webcam, et donc Dell veut proposer une nouvelle webcam, que je trouve assez intéressante. Donc le concept s'appelle Paris. On ne sait pas encore quand il sera commercialisé ni à quel prix, puisque c'est un concept, il sera peut-être même jamais commercialisé, mais le concept est très intelligent, je trouve. C'est une petite webcam qu'on met au-dessus d'un écran, et qu'on va pouvoir, qui est mobile, c'est-à-dire elle fonctionne sans fil, on peut la prendre et on peut la déposer au centre de son écran. Elle va tenir par un aimant, et l'intérêt du coup, c'est qu'au lieu de devoir regarder, comme je fais maintenant, un petit peu au-dessus de mon écran, et du coup je ne vois pas bien mon écran, ou de regarder mon écran, et du coup ça donne l'impression que je ne suis pas complètement attentif à vous, Marc et Seb, là je peux mettre au milieu de l'écran, au milieu de mon document, et on a vraiment l'impression qu'on se regarde en face à face sans avoir ce problème. On avait montré il y a quelques mois d'ailleurs un projet du même genre où on faisait tenir la caméra avec un petit câble. Donc là c'est un peu le même principe en termes de vision, sauf que c'est plus avancé, c'est un truc sans fil. On le met au milieu de l'écran, il tient par magnétisme. Alors ils ne se sont pas arrêtés là, que tant qu'à avoir des bonnes idées, autant en avoir plusieurs. Ils ont aussi imaginé un petit pied qui permet de tenir la caméra au-dessus de son bureau. Donc ça permet dans une réunion, si on dit tiens, je voudrais bien partager un document, on met le document, on met la caméra avec le petit pied au-dessus, et du coup on peut comme ça partager le document. Et dernier atout, si on se dit bon là maintenant je veux être sûr que je ne suis pas filmé, eh bien on prend la caméra, on la retourne et on la monte sur son socle, mais à l'envers, et donc du coup elle est sur un cache, et on est certain qu'elle ne filme rien qu'on souhaiterait ne pas montrer. Alors il n'y a rien de...
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. On va être très franc. C'est rien, mais c'est rien que des idées. C'est tout ce qu'on attend d'une webcam aujourd'hui, avec le télétravail. Mise ensemble, mais c'est vrai que voilà, c'est ça. Elle n'a pas révolutionné, elle n'arrive pas. Mais bien de faire des innovations d'usage. Hein. C'est l'innovation d'usage. C'est dire on va rendre on n'a pas besoin de nouvelles technos, on a plein de technos, mais on peut rendre les technos pratiques en réfléchissant. On a tous vu, si on s'intéresse un peu à l'image, aux webcams, au matériel informatique, des publicités passées pour des nouvelles webcams qui vous suivent. Par exemple, quand vous faites une présentation et la caméra, il y a un tracking qui se fait, qui suit l'objet, un peu comme les drones, par exemple, qui vous suivent, qui vous traquent. Bah là, c'est un peu la même chose. Là, il y a de la technologie, machin, etc. Mais oui, c'est bien, mais d'abord c'est cher, et puis en bout de course, on se dit que bon, ça, oui, ok, mais c'est toujours pour un usage, celui de la présentation, quoi. Ici, ça va dans tous les cas de figure, à la maison, au boulot, le petit pied, ça paraît idiot, mais on a tous un peu chipoté à un moment ou un autre avec une webcam pour ne serait-ce que scanner un document ou le partager, machin, etc. C'est bien vu. Et en plus de ça, qu'elle ne soit pas... Alors après, il faudra voir dans les faits comment elle est fabriquée. Ça se trouve, ça c'est un prototype, c'est l'imagination au pouvoir, et puis demain, ils vont nous faire le même truc, mais avec un gros fil derrière, avec un gros câble. Mais le fait qu'elle ne soit Wi-Fi, enfin en tout cas qu'elle ne soit pas équipée d'un câble, qu'elle soit mobile, ça aide aussi. Quelque part, parce qu'on peut se la passer du coup. Dans une réunion à 2 ou à 3, il y a comme ça des gens qui sont encore en présentiel entre eux et qui pourraient se dire tiens, Marcel, et tu tournes la caméra vers Marcel et puis voilà quoi, et Marcel se la met au-dessus de son écran. Je le sens moins bien ça, mais oui, techniquement. Et du coup, c'est sur batterie, c'est ça? Oui. Ce serait sur batterie. Quand tu la poses sur le socle, elle se recharge. Oui. Donc le socle fait à la fois charge et un support pour déposer la caméra et ne pas la perdre, quoi. Donc ça va. Il y a plein d'usages. Une raison pour laquelle on n'est pas présent dans une vidéoconférence, c'est plus t'es en mute, on t'entend pas, mais non, t'as plus de batterie, recharge. Oui, ça c'est un risque. Oui, ça c'est un risque aussi, effectivement. Et le fait de l'avoir au milieu de l'écran, moi je trouve ça très très bien aussi. Sans doute qu'un jour un fabricant va nous sortir un écran avec une webcam intégrée dans l'écran. D'ici quelques années on l'aura, il y a de fortes chances, mais ça c'est vrai, du coup le regard ne se perd pas en haut, en bas, il y a plus de proximité comme ça. Bien vu, bonne idée. L'avantage de la poser dessus, c'est que tu peux aussi, parce que ça dépend à quelle hauteur tu mets ton écran. Bien sûr. Donc l'intérêt c'est que du coup tu peux vraiment la positionner là où tu veux qu'elle soit. Ouais, en plus, à la hauteur des yeux, quoi, normalement, pour que ce soit cohérent, et en fonction de ce que l'on regarde sur son écran aussi, du coup, c'est important. Ok, voilà, bel objet, et on verra effectivement si ça sortira. Paris, c'est le nom du bidule, P-A-R-I, on en reparlera peut-être. On va parler de Facebook ou de sa maison mère, Meta, avec la lettre F comme du coup Facebook, qui propose qui va proposer une intelligence artificielle pour animer les dessins. C'est qui nous en parle, c'est Seb. Oui, et plus particulièrement les dessins d'enfants, et ils expliquent pourquoi c'est plus difficile de faire ça avec des dessins d'enfants qu'avec des dessins... T'as vu comment ils dessinent, les enfants? Pendant 2 secondes. Il ne faut pas oublier que Facebook ou Meta, c'est une des boîtes privées qui contribue énormément à la recherche en intelligence artificielle. Il y a 3 grands frameworks pour programmer des applications en apprentissage machine. Il y a TensorFlow qui vient de chez Google, il y a MXNet qui vient d'une université, et il y a PyTorch qui est l'œuvre de Facebook. Ils sont tous les 3 en open source, c'est pas uniquement eux qui contribuent, mais ce sont les principaux auteurs et contributeurs. Donc faut pas oublier que ça, en termes d'intelligence artificielle, autant on peut dire du mal de Facebook sur des tas d'autres choses et on s'en prive pas ici, autant en intelligence artificielle, il y a vraiment un lab super puissant qui travaille sur des trucs qui au final vont les intéresser, parce qu'on peut imaginer l'application commerciale, l'application qui pourrait en faire dans l'application Facebook, mais ça c'est une autre histoire. Non, ici donc c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui était entraînée pour détecter des dessins d'enfants
et pouvoir reconnaître la structure d'un personnage et pouvoir animer et faire une animation. Vous pouvez faire un petit film. Alors c'est plus que de la recherche, il y a un prototype également. Si vous suivez l'article dont vous trouvez le lien dans les notes de ce podcast, dans le bas de l'article, il y a un lien vers leur prototype qui est fonctionnel, vous pouvez l'utiliser. J'ai pas essayé pour deux raisons, une bonne, une mauvaise. La mauvaise, c'est que j'ai pas eu vraiment le temps d'essayer. La bonne, c'est que j'ai pas de dessin d'enfant sous la main et j'ai pas essayé de me replonger dans mes 5 ans. C'était il y a trop longtemps, je ne me souviens plus. Mais ils expliquent dans l'article, ce qui n'est pas un papier scientifique, c'est plutôt écrit comme un bloc technique, les difficultés. La première, c'est d'identifier c'est quoi une forme de personnage dans un dessin d'enfant. Parce que souvent, c'est juste une tête, deux jambes et deux bras attachés aux jambes. Il n'y a pas de corps. Parfois, il y a des perspectives qui sont tronquées. Vous savez, les pieds sont en parallèle, tandis que le visage est de face. Parfois, les pièces sont attachées les unes aux autres. Il y a un arbre, il y a un autre personnage. Donc déjà, détourer le truc pour arriver à identifier ça, c'est un personnage. Ça, c'est la première étape. Ils ont entraîné des réseaux neuronaux. Ils sont partis d'un modèle pré-entraîné sur MaskR, CNN pour faire ça. Puis ils ont rendu compte que ces modèles pré-entraînés, ils étaient pré-entraînés sur des vrais dessins, des dessins d'adultes, et donc ça marchait pas très bien sur les dessins d'enfants. Donc ils ont demandé à des collaborateurs de Facebook de collaborer, de donner des dessins d'enfants. Ils ont collecté plus de 1000 dessins d'enfants qu'ils ont utilisés pour fine-tuner, pour paramétrer le modèle avec un modèle ResNet en deep learning également, pour arriver à détourer, à détecter. Et globalement, ils disent ça marche bien, sauf quand il y a vraiment deux personnages qui sont touchés, qui se touchent, qui sont l'un sur l'autre. Là, le modèle a un peu plus de mal. Mais si les éléments sont distincts, il arrive à définir ça, c'est un autre élément, c'est pas un personnage, ou ça c'est un truc de fond, ou c'est une couleur ou quoi, et arriver à détourer ainsi le personnage. Une fois qu'ils ont ça, il faut lui appliquer un masque, comme on fait en graphique, on retouche une photo en Photoshop, le masquer, donc trouver les contours du personnage. Et là aussi, les modèles traditionnels qui travaillent sur des images, sur des photos, ou sur des dessins d'adultes, qui sont entraînés sur des morphologies humaines ressemblantes à des humains, ne fonctionnent pas sur les morphologies des enfants, parce que de temps en temps, il peut y avoir les deux bras du même côté, il peut pas y avoir de jambes, ou pas y avoir ou des grandes oreilles, voilà. Donc ça peut être moitié animal, moitié homme. Et donc là aussi, ils ont eu des étapes un peu technique pour arriver à détourer, à masquer. Une fois qu'ils ont masqué, la dernière étape qu'ils expliquent dans le blog, c'est de créer, vous avez peut-être déjà vu ça quand vous voyez comment fonctionnent des studios d'animation, ils créent un espèce de modèle informatique, dessin, comme en fil de fer, avec des points qui représentent les jointures, les endroits où on peut plier, qui sont nos articulations finalement. En motion capture aussi d'ailleurs. Les poignets, exactement, c'est ce qu'on utilise pour la motion capture. Et donc, de nouveau, toujours avec de l'intelligence artificielle, à partir de la shape, du masque, ils essayent de mettre ces points de jointure sur le personnage, et puis après, c'est des techniques d'animation que eux disent classiques, qui moi me dépassent, mais enfin qui consistent à animer ces points de jointure, et donc de créer, on peut donner des mouvements, faire sauter, faire danser, etc., le personnage. Donc sur le plan scientifique, informatique, apprentissage machine, l'article est assez passionnant. Si vous travaillez un tout petit peu dans le modèle, dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est intéressant à lire. C'est pas très technique, vous comprendrez facilement. Le prototype a l'air amusant. J'ai regardé les exemples de vidéos qu'il montre. C'est vrai que sur les exemples qu'il montre, bon, attention à l'effet démo évidemment, mais c'est assez sympa. Et puis ça peut être sympa pour les enfants aussi. Imaginez, si vous avez des enfants 3, 4, 5 ans, que vous puissiez leur faire un petit dessin animé avec le personnage qu'ils ont dessiné eux. J'aurais adoré avoir ça quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, parce qu'il y a un effet wow. Je suis certain que ça amuserait certains enfants. Donc essayez le prototype, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis si vous vous intéressez à l'aspect intelligence artificielle du truc, allez voir également. Et pour relier avec ce que je disais au début, c'est de la recherche un peu fondamentale en computer vision, en reconnaissance de forme et de caractère par un ordinateur, mais on voit immédiatement à quoi ça peut s'appliquer dans le monde Facebook. On pourrait imaginer une petite application sur l'application Facebook, vous scannez la photo d'un dessin de vos enfants et automatiquement on génère un petit film vidéo avec le personnage animé. Ce sont des choses qui génèrent de l'engagement, qui génèrent du buzz, du partage, etc. et donc du trafic sur Facebook. C'est pas tout à fait innocent ce genre de recherche.
Et quand on sait l'intérêt qu'a Mark Zuckerberg aujourd'hui pour le métavers, c'est aussi la possibilité de se créer un avatar animé en ayant très peu de compétences en dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est alors juste une toute petite parenthèse, quand tu disais ça peut être très touchant pour proposer à son enfant la version animée de son dessin. J'ai vu passer sur internet, je sais pas qui fait ça ou si c'était juste une idée comme ça en passant, mais en tout cas quelqu'un a eu l'idée de transformer les dessins d'enfants en pluche. C'est-à-dire que il y a quelques années déjà. Ouais. C'est juste magnifique parce que c'est vraiment ça fait des monstres, des trucs. Mais non, c'était papa. Non, ça c'est un monstre. Et donc, mais c'est mignon comme tout. Faut le reconnaître. Je sais pas ce qu'en pense Benoît de tout cette histoire d'intelligence artificielle. Non, c'est intéressant de voir qu'effectivement l'entraînement qu'on a, le modèle qui a été entraîné pour un contexte donné va pas pouvoir s'appliquer dans un autre contexte. C'est bon de le rappeler aussi parce que c'est vrai qu'on a parfois cette impression que voilà, l'intelligence artificielle elle va pouvoir tout faire. Et puis j'ai quand même remarqué dans les dessins qui passent, il y a des bonhommes qui ressemblent à XKCD, hein, donc c'est pas juste des enfants. Hein. C'est le petit rond, le petit machin, c'est du XKCD ça. Hein. Si vous ne connaissez pas XKCD, c'est une BD assez geek. Ouais. Oui, enfin, en même temps, c'est pas parce qu'on fait des dessins des BD geeks que pour autant c'est dessiné. Hein. C'est pas sur le dessin qui s'est fait son audience, c'est clair. Non, c'est ça, voilà. Des fois, bon, voilà, ça part sur d'autres trucs, et ça peut être tout aussi mignon. Il y a des trucs, voilà. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est rigolo, affaire à suivre. Ils se sont pas fait de cadeaux, voilà, effectivement. Hein, oui, c'est ça. Je vois de quoi tu veux parler. Donc c'est un petit peu le bonhomme en fil de fer. Hein, en gros, c'est un peu ça, quoi. Genre le sein. Voilà, à suivre, évidemment, s'ils sont capables de le faire avec des dessins d'enfants, ils seront capables de le faire avec des dessins d'adultes. Et ça va faire accélérer certains process aussi sans doute de création d'animation dans une certaine mesure. Ils vont mettre Pixar en faillite là. Ça je suis pas sûr, mais en tout cas c'est une technologie qui pourrait aider finalement, oui, des boîtes telles Pixar d'accélérer certains process de production, effectivement. Alors voilà, une première surprise dans cet abécédaire, hein, on est à la lettre G, et on me met DuckDuckGo, parce que, oui, il y a Go, il y a Go, ok, bon, moi je suis pas contraire, hein. Pas de souci avec ça. C'est Benoît qui nous vient avec ce sujet concernant DuckDuckGo et son navigateur, cette fois pour le bureau, sous macOS. Alors, pas juste sur macOS et sur Windows. Mais c'est vrai que ça a plus été repris dans la communauté Mac, ce qui fait que j'ai trouvé qu'un lien dans la communauté Mac. Donc DuckDuckGo, on se rappelle, c'est ce moteur de recherche qui estime qu'il peut gagner sa vie correctement en vendant de la pub, mais sans vendre un profil ultra précis des utilisateurs. Et donc c'est un moteur de recherche qui s'est rendu, dont la particularité est d'être plus sensible à l'aspect respect de la vie privée. Comme Google, hein, ils vivent de pub, mais ils n'envoient pas votre profil de recherche pour placer une pub, donc c'est des pubs plus génériques, et surtout ça veut dire que votre profil de vie privée n'est pas partagé avec des publicitaires. La boîte, petit à petit, poursuit son bonhomme de chemin, grandit, sort des produits régulièrement. Le modèle a l'air de prendre. Ils ne sont pas les seuls à être sur ce secteur-là, mais je trouve que c'est en tout cas dans la communauté Mac, c'est un qu'on voit de plus en plus prendre et s'installer. Et ils ont lancé, il y a quelque temps, des navigateurs pour device mobile. Donc, il y a une version Android, une version iOS, et maintenant ils arrivent avec la version desktop. Alors, c'est le même navigateur que ce qui est installé sur votre machine. Donc, c'est pas un moteur de rendu différent. Ils ne se sont pas dit on va faire un XM fork de Chromium ou quoi que ce soit. C'est le moteur de la plateforme. Donc, sur macOS, ça sera WebKit. Sur Windows, ça sera Edge. Mais avec une vraie attention au respect de la vie privée. Un des éléments qui mettent en valeur, c'est là où les autres navigateurs vont vous proposer de choisir le niveau dans lequel vous voulez qu'on respecte votre vie privée, de pas du tout à pas beaucoup. Eh ben, eux, ils ont un seul modèle, c'est on la respecte complètement. Et donc, on va éviter autant que possible, autant qu'un logiciel puisse le faire, le tracking. En ne conservant pas les cookies, etc., en ne divulguant pas l'information comme le moteur va le faire traditionnellement. Et on a la possibilité aussi d'effacer
son historique de recherche, d'effacer un certain nombre de choses, donc pour rester dans un cadre respectueux de la vie privée. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire, hein. Le moteur de rendu va pas être très différent, je répète, mais par contre, c'est vrai que si on est un peu sensible à ces questions-là, moi j'ai passé mon Safari sur DuckDuckGo comme étant le moteur de recherche par défaut, et globalement, ça marche pas mal. Je dois repasser sur Google qu'une fois par semaine. Donc les produits s'affinent et je pense que c'est dans la même logique ici, mais sous forme d'un navigateur. Oui, Marc. Je suis désolé de te faire passer sur Google une fois de temps en temps, parce que je pense que c'est deux fois. Il y a encore Marc. C'est vrai, mais voilà. À cause de Marc. Mais alors aussi, une fois de temps en temps, sans rire, DuckDuckGo est bien, donne des bons résultats de recherche, mais il n'est quand même pas toujours aussi pertinent que Google. Et donc de temps en temps, exceptionnellement, je trouve pas ce que je cherche. Et je crains. Oui, c'est ça. Parce que quoi qu'il en soit, on l'a dit, on sait tous pourquoi on essaye de trouver des alternatives à Google. On va pas le répéter ici 110 000 fois, mais c'est vrai que de temps en temps, on se rend compte qu'ils sont quand même très forts. Enfin, ils ont poussé le truc à un degré qui va être difficilement concurrençable. Oui. Et donc voilà. Alors pour des petites choses simples, relativement connues, c'est juste question de ne pas devoir retenir des URL dans sa tête et finalement sur quelques mots-clés retrouver le site que l'on cherchait. Ça fonctionne très bien même, mais par contre quand on veut vraiment creuser, là il faut quand même commencer c'est pas aussi grave que ce que tu as l'air de le décrire. Hein. Non, je dis pas que c'est... Beaucoup de recherches, des recherches compliquées que DuckDuckGo ramène de très bons résultats, mais c'est vrai que le truc c'est que si je sais qu'il y a une page qui a tu vois, j'ai une idée du titre ou quelque chose comme ça, là, il y a Google qui va la retrouver. Ah oui, c'est ça. Donc, par contre, si tu cherches un sujet, il va te ramener largement DuckDuckGo va te ramener largement. Oui, ça, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut l'essayer, il faut essayer de l'adopter, il faut voir si ça correspond à vos besoins, et puis là, peut-être l'adopter si vraiment vous avez envie de ne plus donner d'informations ou à Google, ou simplement l'envie de changer. Oui, Seb. Ouais, moi, c'est plus une question, et si j'ai bien compris, ils ne se lancent pas dans le développement d'un engin de rendu, ils vont utiliser les librairies sous-jacentes du système d'exploitation, c'est correct, hein? Tout à fait. C'est bien ça, et donc sur Mac, ça va être le même engin de rendu que Safari, et pour JavaScript, la même chose aussi. Donc, tout à fait, oui, parce que leur logique, c'est de dire ça fait une application plus petite, ça sert à rien de se faire une application plus épaisse, parce que c'est pas sur ça qu'ils vont faire leur différence. C'est le plus compliqué aussi, c'est l'engin de rendu. Oui et non, parce qu'en même temps, tu sais, c'est plus compliqué, je suis d'accord, mais forquer un Chromium, il faut pas écrire tout le moteur de rendu, il faut pas écrire le moteur JavaScript. Correct. Il y a d'ailleurs des éditeurs qui... Chromium Bref, par exemple, utilise oui, c'est ça. Voilà, Edge de Microsoft, oui. Donc, oui, voilà. Ça, c'est des choix technologiques. Ça intrigue toujours un petit peu quand on dit moi j'utilise par exemple, on vient de dire Brave et c'est Chromium derrière, enfin le moteur de rendu. Mais donc c'est encore Google. Non, c'est juste le moteur de rendu. Il n'y a pas de communication, ils n'envoient pas d'informations à Google d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il faut pas tout confondre non plus. Affaire à suivre. Si vous êtes sous Mac ou pas d'ailleurs, puisque tu le disais, ça fonctionnera aussi sur Windows. Sous Windows. Donc si vous voulez installer un bon navigateur sous forme d'application respectueuse de votre vie privée, c'est peut-être une option. Voilà. Alors que Sébastien s'est mis les doigts dans les yeux, mais les deux en même temps. En fait, il faut faire attention quand on fait ça. Il faut le mettre un seul doigt à la fois, parce que si jamais, tu vois, tu vas un peu fort, au moins il te restera un œil pour continuer l'épisode. Tu vois, j'aurais dû attendre le jingle. Mais attends, tu veux te mettre le doigt dans l'œil? C'est maintenant. Allez, on va encore parler de cette faille dans la librairie Log4j. Qui est ce J? Mais qui est ce J dont tout le monde parle? Quand en verra-t-on la fin? C'est vrai que depuis, et ça, l'autre Sébastien nous l'avait bien précisé dans l'épisode précédent, ce n'est que le début. Et des effets de bord, il va y en avoir, et il y en aura encore. Il y en a qui sont un petit peu plus inattendus que d'autres, comme par exemple quand on propose un correctif et que le correctif ne corrige pas grand-chose, ou voilà. Ça, c'est le genre de péripéties dont on pourrait se passer.
Ouais, ça c'est la nouvelle de la semaine, c'est que les correctifs introduisent des nouveaux bugs, et puis le correctif du correctif introduit un nouveau bug, etc. Et donc bravo à toutes les équipes informatiques qui ont été sur le pont les 2 derniers week-ends à patcher une première fois et puis à patcher une deuxième fois cette faille de sécurité qui a touché également le ministère de la Défense nationale en Belgique, où il se trouve que je connais quelqu'un qui y travaille et qui me dit bah voilà, tous les systèmes sont à l'arrêt, on ne peut plus travailler. Les nouvelles d'aujourd'hui, c'est que les mails internes refonctionnent, mais toujours pas les mails externes. Et ça a été escalé, évidemment, c'est le ministère de la Défense, donc c'est monté en Conseil des ministres européens également, pour voir si d'autres pays étaient affectés également, et puis pour essayer de trouver le périmètre qui a été affecté, et à quoi, s'il y a eu des attaques, enfin s'il y a eu intrusion vraiment, à quoi ils ont eu accès, puisque a priori c'est la Défense, et donc il y a quand même potentiellement des documents confidentiels. Ça c'est pour les conséquences de cette faille. Je voulais revenir un tout petit peu aussi sur comment ça marche, et expliquer comment exploiter cette faille. Et pour donner ce sens de pourquoi, je crois que Sébastien dit la semaine passée, c'est une des failles informatiques les plus importantes des 10 dernières années, et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Il y a d'autres chercheurs informatiques qui disent la même chose. Donc le logging, quand on développe une application, à un moment on veut imprimer des informations dans un fichier texte, soit pour débugger, savoir le programme est passé par là, à tel moment, telle variable, c'était cela. Mais on utilise de plus en plus, depuis très longtemps déjà, le logging aussi pour capturer des informations que l'utilisateur rentre et mettre ça dans un fichier texte pour pouvoir analyser après. Exemple, vous avez un engin de recherche, on parlait de Go par exemple, on pourrait imaginer que chaque fois qu'on tape une phrase dans l'engin de recherche, ça soit logué dans un fichier texte et que sur ce fichier texte, après, ils puissent faire des analyses de toutes sortes. Un site e-commerce, un formulaire, toutes des entrées utilisateurs que l'utilisateur peut taper, on va mettre ça dans un fichier texte. Par exemple, pour analyser un bug, par exemple, et voir quelle est la suite de fonctions utilisées par l'utilisateur, a conduit à ce bug, et pour pouvoir le reproduire, quoi, en fait. Exactement, et capturer ce que l'utilisateur a rentré pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur du programme. De la façon la plus basique, on pourrait imaginer, vous avez tous fait peut-être du basic justement, où on fait une petite ligne de commande, print et machin. Souvent, des fichiers de log, ça peut grandir sur des gigas, des terabytes, donc il faut penser à les rotationner, c'est pas très français, mais dire après une certaine taille, j'arrête d'écrire dans ce fichier-là, j'écris dans un nouveau. C'est comme et je te dis, les faire roter, c'est pas français non plus. Ou alors c'est pour autre chose. J'ai essayé d'éviter du mot roter justement. On veut formater son log, mettre la date devant, mettre le nom de la fonction qu'il a écrit pour qu'on sache quelle fonction l'a écrit, etc. Et donc les développeurs font appel à une librairie qui va formater joliment, gérer différents outputs, écrire sur un log là, écrire ailleurs, etc. Et Log4j, c'est cette librairie-là qui fait ça pour Java. C'est une librairie open source extrêmement populaire, utilisée dans presque toutes les applications Java parce qu'elle est très puissante, très simple à utiliser, open source. Il se trouve que quelqu'un qui développait cette librairie s'est dit, tiens, ça serait intéressant que si la chaîne de caractères qu'on veut loguer est formatée d'une certaine façon, par exemple avec un $, accolade, l'emoji ND, i2 points et une adresse IP, eh bien, plutôt que d'imprimer ça, je vais reconnaître que c'est une instruction pour moi, la librairie Log4j, et je vais faire quelque chose avec ça. Par exemple, s'il y a une adresse IP, je vais me connecter à l'adresse IP qui est donnée. Donc, passer des commandes, quoi. Pour aller chercher des paramètres de logging. Donc ça permet d'externaliser. L'idée d'origine, c'était de dire je vais externaliser des paramètres et je vais laisser au moment de l'exécution, si la chaîne de caractères que je veux loguer est formatée d'une certaine façon, c'est interprété comme une commande pour Log4j qui va se connecter à l'adresse IP. Le problème, je l'ai dit au début, c'est que il y a beaucoup d'entrées utilisateurs qui sont loguées avec Log4j. Je tape quelque chose dans un engin de recherche, j'écris mon nom dans un formulaire, j'écris mon adresse email, toutes ces informations pourraient passer par Log4j. Et donc, si moi, utilisateur malveillant, attaquant, plutôt que mettre mon prénom, plutôt que mettre, ou dans DuckDuckGo, plutôt que chercher où est le site web de les technos, je tape cette fameuse chaîne de caractères qui va être reconnue par Log4j comme étant une commande et que je mets l'adresse IP d'un serveur à moi que je contrôle. Qu'est-ce qui va se passer côté serveur? Log4j va recevoir cette chaîne de caractères, il va reconnaître que c'est une commande pour lui, il va dire, je vais me connecter à cette adresse IP, il va se connecter sur mon serveur et il va télécharger de mon serveur ce qu'il pense être des paramètres, mais en fait ça peut être une classe Java, ça peut être du code qui va se mettre à exécuter avec les privilèges qu'il a sur la machine serveur. Et donc, sans rien demander à personne, moi, petit utilisateur malveillant, je n'ai qu'à
taper cette chaîne de caractères qui dit à Log4j, c'est une commande, donnez mon adresse IP de mon serveur où j'ai préparé du code méchant sur mon serveur, et Log4j va aller télécharger ce code méchant et va l'exécuter gentiment pour moi sur le serveur. Et comme les développeurs log tout et n'importe quoi, rendent les utilisateurs la plupart du temps sans vérifier, la surface d'attaque est énorme. Ça peut être, comme j'ai dit, des champs dans un formulaire web, ça peut être des champs dans un engin de recherche, ça peut être le user agent, le header HTTP. Vous savez, quand un client HTTP se connecte à un serveur, il y a un header HTTP qui dit je suis Chrome, je suis DuckDuckGo, je suis Safari, etc. C'est un champ qui est entièrement contrôlable par le client, donc moi je pourrais très bien forger des requêtes HTTP avec, dans le user agent, la fameuse chaîne de commandes de Log4j, et si le serveur est en Java de l'autre côté et utilise Log4j, il va reconnaître que c'est une commande pour lui, il va l'exécuter, il va aller télécharger le code. Est-ce que c'est un peu... je te coupe 2 secondes, comme ça tu reprends ta respiration. Vas-y, aère-toi un peu, parce que sinon tu vas pas y arriver. Est-ce que c'est un peu similaire à ce qu'on connaissait à une époque d'injection de code malveillant dans des requêtes SQL, par exemple? On avait vu ça. C'est exactement le même principe. Dans un champ de recherche, par exemple, vous pouvez commencer à aller émettre des commandes SQL. Si l'application serveur ne fait pas attention, elle va juste passer ces commandes SQL à l'engin de base de données qui va les exécuter. Sauf qu'il est beaucoup plus généraliste. Juste pour la blague, il y en avait même qui avaient fait des requêtes SQL sur leur pare-choc de voiture en se disant si je suis flashé par le radar, peut-être que je vais voilà. C'était la blague. Drop table, immatriculation. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça pourrait éventuellement fonctionner. C'était très drôle. Totalement inefficace, mais très drôle. C'est le même principe, mais en beaucoup plus large en possibilité d'exploitation, parce qu'il ne faut pas du SQL. Et c'est assez difficile à détecter, parce que il y a des tas de moyens d'échappement. Les lettres doivent pas nécessairement être J, N, D, I. Il y a des tas d'autres combinaisons possibles qui amènent aux mêmes commandes. Donc ça devient très très compliqué à corriger. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est relativement facile de s'en protéger. En tout cas côté serveur, un serveur ne doit jamais être autorisé à faire des connexions vers des adresses IP inconnues. Point. Il n'y a pas d'exception possible. Si vous contrôlez un réseau côté serveur, il y a des firewalls, il y a des reverse proxy, il y a des mécanismes pour empêcher qu'un serveur puisse aller commencer à exécuter, à se connecter quelque part, on ne sait pas où, et aller télécharger du code et l'exécuter. Ça, c'est la protection de base. Si vous faites ça, vos serveurs seront a priori protégés. L'autre moyen de se protéger, c'est de désactiver cette fonction de parsing de commandes dans les chaînes de caractères Log4j. C'est une option à rajouter au démarrage de votre application Java qui empêche de se connecter de ça, d'activer ce mode-là. Et puis évidemment, il y a les correctifs. Attention, les correctifs, le premier n'était pas complet, le deuxième ne l'était pas non plus, le troisième a l'air d'être un peu mieux. Mais patcher n'est pas toujours possible, il y a tellement d'applications, et puis parfois c'est pas des applications qu'on a écrites nous, c'est des packages qu'on a achetés ou des librairies qu'on utilise, on ne sait pas que ça utilise Log4j, donc c'est très difficile de faire un assessment. Je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Cloudflare et Akamai, vous savez, les CDN, les Content Distribution Network, ils sont très bien placés pour analyser ce genre de choses, parce qu'ils voient passer les requêtes formatées d'une certaine façon pour Log4j. Ils estiment qu'il y a 10 millions de tentatives d'intrusion par heure la semaine passée aux États-Unis uniquement. 10 millions de tentatives d'intrusion. Donc dès que la faille a été connue, il y a des tas de gens qui ont écrit des scripts, des bots, des programmes qui vont automatiquement scanner toutes les adresses IP d'un site web, enfin d'internet, toutes les possibilités de rentrer des formulaires, de passer des chaînes de user agent, etc. avec ces fameuses commandes qui seraient interprétées par Log4j. Et juste en tapant au hasard, comme il y a tellement d'applications développées en Java qui utilisent Log4j, sur des millions, il y en a forcément des milliers qui passent et qui permettent aux attaquants d'exécuter du code sur le serveur. Et puis à partir de là, on en a déjà parlé plein de fois ici, on installe un petit démon qui reste gentiment caché et planqué en attendant de recevoir des commandes plus tard qui lui diront vraiment quoi faire. Voilà, je voulais revenir sur le comment ça marchait, parce que je pense pas que vous l'aviez expliqué la semaine passée. Et quand on comprend le comment, ça fait peur, parce que c'est partout, c'est même sur le desktop, une application Java desktop est vulnérable également.
Le truc qui rajoute un peu de peur à la peur, c'est le fait qu'il y a un rapport de confiance inouï, c'est ce que nous disait Sébastien la semaine dernière, par rapport à cette librairie, dans le sens où plein de gens l'utilisent, maintenant les yeux fermés, parce qu'ils se disent, si tous les autres l'utilisent, ça va. Et donc il n'y a plus vraiment d'analyse dans le chef de certains, pas de tous, hein. Il n'y a plus de critique, d'analyse vraiment critique de cette librairie, en se disant, la confiance est acquise, en gros. Et puis c'est un truc inoffensif, c'est logué, c'est jamais qu'imprimer quelques lignes dans un fichier de texte. Qui a pensé que ça serait une bonne idée de pouvoir se connecter à un serveur externe et de télécharger du code et d'exécuter. Là, il y a un truc. Il faut le demander aux développeurs. Je comprends pas. Il faut le demander aux développeurs. Il faut leur demander. Ne le dis pas à moi. Il faut le demander aux développeurs chez Apache. Qu'est-ce qu'il en pense, Benoît, de tout ce micmac? Que d'abord, des développeurs chez Apache, il n'y en a pas énormément. Le problème de ces projets, en fait, c'est que ça devient des projets extrêmement populaires. Enfin, un des risques de ces projets, c'est que c'est des projets extrêmement populaires et c'est maintenu par très peu de gens, par un tout petit groupe. Je pense qu'il y a 4 développeurs qui sont actifs, je veux dire, sur Log4j. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un petit groupe qui fait ça sur son temps libre, hein, parce qu'ils ne sont pas rémunérés pour faire ça. Il y a un des gars... C'est pas leur faute. Ah non, mais c'est ça. il y a un des gars, ça m'a frappé. Alors maintenant, apparemment, il a un peu plus de soutien, mais sur GitHub, on peut maintenant donner un petit pourboire quand on trouve que quelqu'un fait du bon boulot. Une des personnes qui maintenait Log4j, il reçoit $100 par mois pour la maintenance de ce truc. Et donc, je ne sais pas si vous imaginez ce machin utilisé par tous les logiciels, et on ne prend même pas la peine d'avoir quelqu'un qui peut ne serait-ce qu'avoir un salaire normal à temps plein pour suivre ce qui se passe. Et des logiciels qui se vendent des fois cher et vilain, oui, tout par à ailleurs. Tout à fait. Pour moi, il y a un vrai problème. Rien contre le libre, hein. Mais il y a un vrai problème quand on arrive à un modèle d'exploitation comme ça quelque part, et le fait d'exploiter les gens, ça entraîne forcément ce genre de situation. Je pense que si la librairie était, enfin, je veux dire, si nous on l'utilise pas chez nous, donc je peux pas parler parce qu'on utilise Logback, qui est une autre librairie, mais si les entreprises qui l'utilisaient donnaient quelques centimes simplement, ça permettrait d'avoir une équipe derrière qui peut du coup investir un peu de temps pour faire de la recherche, pour vérifier qu'ils n'ont pas introduit une bonne idée qui peut avoir un élément imprévu. Et alors la deuxième chose, il y a une blague qui circulait sur Internet qui m'a beaucoup fait rire. Bon, c'est pour les informaticiens, mais c'est le gars qui fait... je suis félicité par mon boss pour avoir écrit du logiciel secure. Et moi qui comprends pas, parce que ce que j'ai mis, c'est des print-out partout. Donc le mec qui se fait féliciter parce qu'au lieu d'utiliser la librairie que tout le monde utilise, il a fait des prints, ce qu'on ne fait pas du tout, c'est une très mauvaise pratique, mais ça fait que son logiciel est sécurisé. Il y avait eu la même discussion, si vous en souvenez, au moment de Heartbleed, la faille dans OpenSSL, où tout le monde entier a découvert qu'OpenSSL était maintenu par une ou deux personnes qui faisaient ça sur leur temps libre. Eh bien, justement, ça amenait ma question, l'un d'entre vous va certainement pouvoir répondre. Quelle autre alternative il existe sur le marché comme librairie qui fait la même chose, de manière aussi efficace? Il y en a pléthore ou très peu? Benoît, tu peux en parler que moi, puisque vous en utilisez une autre. Moi j'ai jamais utilisé Log4j à l'époque où je serais même incapable de dire pourquoi on l'a utilisé. En fait, il y a un petit nombre de librairies, mais c'est vrai que Log4j est la librairie principale. Derrière, il y a une API qui est un peu généralisée, donc quelque part, en Java, on peut assez facilement passer d'une librairie à l'autre. Mais la réalité, c'est que c'est des choix qui sont faits par une personne qui se dit tiens, voilà, je la prends parce que j'avais l'habitude, et puis il continue à l'utiliser, et puis on se repose jamais la question sur une librairie de ce type-là. Oui, c'est pas des choix qui sont faits par la direction informatique en se disant on va faire une analyse stratégique, etc. Oui, c'est ça. Il prend l'outil le plus pratique, le plus facile. Oui, et ce qu'il a appris quoi aussi de ses aînés. C'est quand même, il y a un héritage quoi. Hein, on le sent, ça fait partie d'un héritage, et de temps en temps, l'héritage nous trompe. Et c'était le cas cette fois, ça va réveiller un tas de gens, certainement, et des prises de conscience, il devrait y en avoir quand même. Il faut pas... 10 millions d'attaques par heure, retenez ce chiffre. Oui, ça fait du trafic. C'est un assessment de vos applications, surtout si vous utilisez du Java, à n'importe quel point de traitement de votre chaîne, que ce soit du front, du back-end, tout est vulnérable.
Si vous avez eu une sale expérience avec Log4j, n'hésitez pas à nous le dire. On est prêt à faire un podcast rien que là-dessus. Parce que je pense qu'il y a du potentiel pour les prochains mois, les prochaines années même peut-être. Toute autre chose, allez, un petit sujet léger, on va dire. Paix comme perche. Alors quand j'ai vu ça, j'avais paix comme perche, sachant que c'est Benoît qui vient avec ça. De temps en temps, on aime bien se challenger sur des sujets audio, vidéo, machin, etc. Il va venir avec une perche prise de son, voilà, une perche robot. Une perche de prise de son qui suit la personne qui parle, machin. Rien à voir. On parle du poisson. Voilà. Il nous a trouvé un sujet aquatique. Benoît, de quoi s'agit-il? Voilà, j'ai pas lu le temps de la perche. Mais le truc, c'était... c'est le genre de petit sujet que je trouve amusant, et donc comme il m'amuse, j'aime bien les partager. De quoi s'agit-il? C'est une perche robot, comme tu l'as dit, dont le but est en fait de faire peur à d'autres poissons plus petits. Donc, il se fait qu'il y a une variété de poissons qui s'appelle, je suis pas absolument certain de la traduction, parce que l'article d'origine était en anglais, j'ai cherché longtemps, mais je pense que ça se traduit en français comme étant des poissons moustiques. Ce sont des poissons qui sont des très petits poissons qui sont apparemment très voraces et qui mangent les larves d'autres poissons ou d'autres animaux qui sont dans l'eau. Il y a un moment, il y a une centaine d'années, quelqu'un s'est dit « Mais on a tous ces problèmes de moustiques, une bonne idée serait de mettre ces petits poissons extrêmement voraces, d'où le fait qu'on les a appelés poissons moustiques, de les sortir de leur milieu naturel et de les mettre à d'autres endroits où on a des problèmes de moustiques. Ils vont bouffer les larves de moustiques, ça fait qu'on aura moins de problèmes de moustiques. » Bon, l'idée paraît a priori bonne comme ça, mais ça veut dire qu'on sort l'animal sans prédateur, dans un milieu où il a à manger et où il n'a pas de prédateur. Donc ça devient des espèces évidemment qui sont extrêmement invasives, et c'est un réel problème, parce qu'ils ne mangent pas que les larves de moustiques, ils mangent toutes les larves. Vous écoutez 30 millions d'amis, on a changé de sujet, c'est 30 millions d'amis. Y compris d'autres animaux. Et Thalassa, c'est 30 millions de Thalassa. Je reviens sur le robot. Et du coup, ça pose une vraie difficulté. On cherche des solutions pour contrôler la population de ces petits poissons moustiques. Et l'idée, ça a été de construire un petit robot qui ressemble à une perche, qui se déplace comme une perche, donc le poisson, qui ressemble à une perche, qui se déplace comme une perche et qui leur fait peur. Parce que comme c'est un grand poisson qui les mange les petits ils se cachent. Donc ils n'osent pas sortir pour aller se nourrir, donc ils ne savent pas se nourrir. Du coup, ils se reproduisent moins, ils meurent un petit peu de faim, tout ça. Et donc, voilà, ça a été testé, c'est un prototype, mais apparemment la perche fait peur et ça marche bien. Les petits poissons se tiennent plus au... Alors, Achigan à grande bouche, c'est son nom, c'est son nom commun, on va dire, de cette perche. Oui. Il y a un nom... si vous tapez perche dans Wikipédia, vous avez tous ces petits noms, ses surnoms, son nom scientifique, etc., etc. Et voilà, c'est un poisson, quoi. Qu'est-ce qui différencie plus un poisson? C'est un poisson robot. C'est un poisson robot. Juste là pour... C'est un leurre, quoi. En gros, c'est un leurre, mais qui fait peur. C'est un leurre qui fait peur, alors que d'habitude on utilise... Je me dis, je vais pas tenir jusqu'à avril pour la sortir, celle-là. Tu m'ôtes les mots de la bouche, je me suis dit que tu aurais dû la garder jusqu'en avril. Oui, effectivement, ça aurait été une bonne idée, mais autant en parler maintenant. C'est un leurre qui fait peur, parce qu'en général, on utilise des leurres pour soit attirer, soit en général pour attirer... Les chasseurs, par exemple, ont des canards robotisés maintenant pour attirer les canards sur les lacs, pour flinguer les canards plus facilement. Voilà, je trouve ça dégoûtant, mais ça existe. Ici, c'est un poisson qui est supposé faire peur à d'autres poissons. Moi, ça m'inquiète toujours un petit peu quand l'homme commence à chipoter avec la nature et à tordre un petit peu les comportements des animaux. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, par exemple. Rien de spécial. Non, mais on se doute pas toujours des effets qu'on a sur la nature. Je vais prendre un simple exemple à l'entrée de mon immeuble. Ça a commencé avant. Oui, bien sûr. C'est pas nouveau. Avec ceux qui ont mis les poissons moustiques dans les naturels. On est bien d'accord. Mais je veux dire, tout ce que je voulais dire, c'est qu'on a des fois on fait des choses, nous, humains, parce que ça nous sert, etc. Et puis on se rend pas toujours compte des effets que ça peut avoir sur nos cohabitants, sur cette planète. Moi, j'ai ici à l'entrée de mon immeuble. Par exemple, dans ton immeuble, par exemple, il s'est passé quelque chose. Oui, justement, j'essayais de le dire. C'est qu'ils ont mis un éclairage un peu type éclairage de jour, mais toute la nuit.
Et donc à la fin de l'été, les enfants de l'immeuble n'osaient pas sortir de l'immeuble parce que par terre il y avait des centaines de guêpes mortes qui étaient attirés par la lumière pendant la nuit, comprenaient pas que la nuit c'était le jour c'était la nuit, tournaient comme des folles et finissaient par claquer. Et donc on avait un tapis de guêpes à la sortie de l'immeuble, et ça plusieurs jours d'affilée. Et personne ne s'est demandé, tiens, on n'éteindrait pas cette foutue lumière la nuit, ou on ne la remplacerait pas par une lumière plus moins trompeuse entre guillemets, avec une petite analyse. Et je sais qu'il y a des analyses qui se font par rapport à la lumière, justement l'éclairage LED sur les autoroutes, etc., et qu'il y a une véritable pollution lumineuse. On s'écarte évidemment de l'histoire de nos poissons, mais tout ça pour dire que quand on commence à toucher à un truc dans la nature, forcément ça enclenche un deuxième problème qu'il va falloir corriger par un autre truc, qui va machin, etc. Et on n'a jamais fini d'essayer de corriger les couillonnades qu'on a mis en place. Foutez la paix aux moustiques et aux poissons. Voilà, c'est mon message. Est-ce qu'on a un truc oui, on peut passer à la suite, mais sauf si vous avez un message à faire passer, c'est le moment. Hein. C'est bon la perche ou pas? Si on a goûté cette histoire ou non? Je suis pas très amateur. Je préfère la truite. Ah ben voilà. Donc si vous êtes amateur de truite comme Sébastien ou de perche, n'hésitez pas à le faire savoir, ou de moustiques, ou de guêpes, ou de ce que vous voulez. Enfin, voilà. Je suis à la lettre... Tiens, il y a eu un problème de rafraîchissement à mon avis. Je suis resté moi à la lettre Z comme 0. Vous trouverez dans la description à la lettre P comme projet 0. Sébastien, puisqu'on parle de Google Project 0, rappelez-nous, remettez-nous tout ça dans le contexte, s'il te plaît. Ouais, Google Project 0, c'est l'équipe de recherche en sécurité de Google qui a publié un article technique passionnant. Je suis vraiment... Les bras m'en tombent encore maintenant. J'avoue que j'ai pas tout compris en le lisant, et si vous allez lire, je vous conseille de prendre une aspirine avant et une aspirine après, parce que c'est puissant. C'est comme Matrix. C'est chouette, mais c'est compliqué. Je l'ai relu une deuxième fois cet après-midi pour me préparer à l'enregistrement du podcast ce soir, et j'ai toujours pas tout compris. Mais c'est très puissant. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Ça concerne quoi? Ça concerne la fameuse faille de la société NSO avec l'outil Pegasus. On en a déjà beaucoup parlé dans les podcasts ici. Ce fameux outil qui permet de pirater des iPhones essentiellement, et qui était vendu à des États pour espionner des journalistes, des politiciens, ou voire des célébrités. Bon, tout le monde se souvient de ça. La faille consistait à pouvoir envoyer un message e-message qui, dans une première version de l'outil, avait un lien. Il fallait cliquer sur le lien pour infecter le téléphone. Sur une version plus évoluée de l'outil, il fallait même pas cliquer sur le lien. Le simple fait de recevoir un message permettait d'installer une application sur le téléphone, donc en quelque sorte de jailbreaker le téléphone, et d'installer l'application qui permettrait ensuite de lire et d'exfiltrer les données qui voulaient être collectées. Et la faille de sécurité qui est expliquée, c'est justement ce processus qui permet, depuis un e-message, d'installer, de faire tourner du code non protégé, non signé par Apple, et c'est enfin, les bras, honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi compliqué, aussi tordu, et aussi efficace, et ça fait peur dans le champ du possible d'exploitation de vulnérabilité. En gros, quand un téléphone iPhone avant iOS 14.8 recevait un message, il pouvait y avoir une image dans ce message, il peut toujours y en avoir, un GIF. Et il y a une fonction d'une librairie Apple qui est appelée pour copier ce GIF à un autre endroit, ce qui permet à iMessage d'animer le GIF en permanence sans devoir refaire play à chaque fois. Et dans cette copie, c'est pas juste une copie de fichier, le GIF est vraiment parsé, donc on va décoder la structure interne sémantique du GIF pour en recréer un autre avec des librairies internes d'iOS. Il se trouve que pour faire ça, iOS utilise une librairie assez bas niveau, sans rentrer dans tous les détails, ça s'appelle Core.io, Core Graphic, qui permet d'aller parser des dizaines de formats de fichiers différents. Et il n'y a pas de vérification sur le fait que ça soit vraiment un GIF. Donc ça peut être à peu près n'importe quel type de fichier supporté par Core.io. Ce fichier va être parsé et le parseur sous-jacent va se déclencher. Le parseur, c'est le code qui va vraiment lire les bits et les bytes du format en question. Donc, même si c'est pas un GIF, le parseur va se déclencher et ça peut être n'importe quoi. Ça pourrait être un PDF, par exemple, caché dans un GIF. Et PDF, c'est une surface d'attaque assez intéressante parce que dans un PDF, il peut y avoir du JavaScript et donc on peut commencer à exécuter du code JavaScript. Mais Apple a désactivé le JavaScript. Et donc les attaquants sont rentrés sur un format de fichier que je ne connaissais pas, qui s'appelle JBIG2, JBIG2, qui est un format développé par Xerox
encore décidément cette société n'arrêtera pas de m'étonner, qui permettait à l'époque de faire un format extrêmement compressé pour des documents scannés. Xerox, c'est le roi de la photocopieuse, vous photocopiez des documents, et c'est un format qui permet en gros d'appliquer un peu de l'OCR, de la reconnaissance de caractères sur les images des caractères, de manière à pouvoir encoder de façon beaucoup plus compressée un document, plutôt que d'encoder chaque lettre. Un E par exemple comme un bitmap, on reconnaît que c'est un E et on code l'information c'est un E, et donc ça permet de faire des documents beaucoup plus petits. Il se trouve que dans l'iPhone et dans le Core IO, c'est une librairie de base de décodage d'images, il y a du code open source, encore une fois, c'est pas la faute de l'open source, mais il se trouve que c'est open source, qui permet de parser ce format-là. Et ce format-là est très complexe, parce que en fonction de ce qu'on a lu, de ce que le parseur a lu dans l'image avant, il permet également de faire des opérations logique sur des blocs d'informations. Donc il permet de faire des et, des ou et des ou exclusifs. Et si vous avez fait un peu d'électronique, vous connaissez les transistors, les et, les ou, les gates qu'on appelle ça, les portes logiques. Les portes logiques, c'est la base d'un processeur. Et donc ce qu'ont fait les attaquants, ils ont créé une image JBIC2 spécifique de telle manière à ce que les bits et les bytes du parseur puissent être assemblés pour faire une mini machine virtuelle, pour faire un processeur capable d'exécuter du code avec des registres, avec des opérations d'addition, de soustraction, de comparaison, etc. Ils ont créé une image qui conditionne le parseur à créer une machine virtuelle, un peu comme un interpréteur Java ou comme un interpréteur JavaScript. Et combiné à une faille de memory, d'accès mémoire non contrôlé dans ce parseur-là, ils arrivent à construire une image qui non seulement contient ce parseur, cet exécuteur de code, mais aussi le code à exécuter pour le langage que connaît que comprend ou qui est capable d'exécuter la virtuelle machine qu'ils ont créée dans l'image. Je ne sais pas si j'ai toujours tout le monde avec moi, là, c'est un peu compliqué. Oui. C'est là que vous avez besoin des aspirines. Merci Benoît de me supporter. Oui, non, moi j'espère que tu n'es pas ironique. Non, tout à fait, c'est remarquable. Et donc l'attaque c'était ça, c'était envoyer un GIF qui n'est pas un GIF, qui est en fait une image JPEG 2, enfin je ne sais pas comment ça se prononce, JBIC2, qui contient à la fois les bits et les bytes pour créer dynamiquement, pour que le parseur arrive à créer une machine virtuelle et le code qui sera exécuté par cette machine virtuelle. J'ai oublié de dire au début, tout ça s'exécute en dehors de ce qu'on appelle la sandbox, donc l'environnement protégé de chaque application d'iOS. Donc ça s'exécute avec des permissions administrateurs sur le système. Et une fois qu'on arrive à exécuter un code arbitraire avec des permissions root sur le système, voilà, le système est compromis. On peut mettre des backdoors, enfin on peut faire des tas de choses. Et donc c'est le point d'entrée de cette attaque NSO Pegasus. Et la complexité de ce truc-là me dit, putain, les développeurs qui ont développé ça, c'est des demi-dieux, quoi. Enfin, moi je me demande, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'effectivement, on n'est pas sur une technologie extraterrestre parce que qui va chercher dans cette voie-là? Tu me diras, il y a toujours quelqu'un qui va chercher, qui va mettre les doigts là où il faut pas. C'est comme ça qu'on a découvert le lait. Mais c'était pas c'était non mais il faut quand même réfléchir à ça aussi bref qui va chercher ce genre de truc, qui a cet esprit là, enfin est-ce qu'il y a des gens, c'est une question très sérieuse que je pose, dans les gens qui cherchent des failles, est-ce qu'il faut un esprit particulier, une mécanique, un fonctionnement particulier pour arriver à des résultats et pour arriver à trouver ce genre de choses? J'imagine qu'ils cherchent beaucoup, mais je crois je crois qu'il y a une manière de penser. C'est comme les gens qui font du test, du QA. C'est un autre niveau, mais ils ont une manière de penser qui arrive à casser un truc qu'on pensait pas cassable. Et je crois que c'est la même chose. Il faut être capable de lire le code source, il faut être capable de le comprendre, être capable de l'exploiter. Mais c'est pas tout de trouver la faille. Après, c'est d'imaginer comment l'exploiter. Et là, wow. Bien sûr. Et donc le niveau des gens qui travaillent pour NSO, chapeau bas, quoi. Alors là, bravo. Bonne nouvelle. Hein, tout ça, c'est patché. Il y a un premier patch depuis iOS 14.8 et une deuxième couche qu'ils ont remis dans iOS 15, donc tout ça c'est plus exploitable, mais bon, si celle-là existe, il en existe peut-être d'autres, exploités ou pas, je sais pas, mais waouh. Moi, quand je pense au pauvre gars de Log4j qui gagne 100 € par mois, je pense que voilà, il y a des trucs. Voilà. Qu'en pense Benoît qui est sous le coup du
du truc. D'abord, comme je le disais avec Sébastien, incroyablement. D'abord, pousse vers le haut. Très bien, bravo. Pousse vers le haut tout de suite. Et deuxièmement, je pensais pendant tout ça à on travaille avec un officier de sécurité qui est absolument adorable, qui s'appelle Sébastien, qui est vraiment très très chouette. Parce qu'en général, les gens qui font de la sécurité sont embêtants, ils essaient de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Lui, au contraire, il est super constructif, mais son message est invariablement le même. N'acceptez que ce que vous savez que vous avez besoin. Donc en gros, si vous avez une application qui a besoin de traiter ce format d'image-là, vous n'acceptez rien d'autre. Vous rejetez tout le reste. Et il répète ça régulièrement. Je ne vais pas dire qu'on ne l'écoute pas assez souvent, parce que ça... Mais voilà, c'est un vrai bon message. Parce qu'en fait, si on réfléchit, le problème vient du fait que voilà... Pourquoi est-ce qu'on supporte ce format d'image dans remarquable parce que sans doute il y a certaines applications qu'on a besoin, mais le fait que voilà on passe et on ne vérifie pas avant que l'image dans le bon format. Si on avait simplement pu limiter en disant moi ici je m'attends à un GIF, si c'est autre chose on le rejette, on évitait complètement le problème, quoi. Donc je pensais à lui en t'écoutant. Je ferai plus attention la prochaine fois. Je vais arrêter d'essayer de contourner les règles. Non, je n'essaie jamais de contourner les règles. Je le répète, c'est vraiment quelqu'un de charmant, avec une très bonne relation. Mais voilà, tu réalises qu'en fait c'est du bon sens qui te dit, tu comprends pas toujours. Et puis quand on démontre ce genre de choses, on comprend mieux le pourquoi il insiste sur des règles simples de sécurité, mais qu'il faut s'il a besoin de quelqu'un de très didactique pour mettre en avant sa parole et l'illustrer, je l'invite, ton Sébastien, à engager le nôtre. Parce que voilà, c'était limpide, c'était d'une clarté, voilà, on a tout compris et c'est très bien. Un truc à rajouter là-dessus ? Les détails techniques, mais vraiment au niveau du code, avec la ligne de code qui permet de faire l'exception mémoire, etc., le nom des méthodes qui sont impliquées, etc., tout ça c'est dans le papier de recherche de Google. Et en lien. C'est là que vous avez besoin d'une aspirine pour aller. Oui, c'est ça. Vous avez besoin de deux choses, de l'aspirine certes, ça c'est un peu après, et avant ça, d'aller sur notre site lestechno.be, puisque c'est dans l'article qui chapeaute cet épisode, ou dans la description sur les applications de podcast ou sur YouTube, vous trouverez le lien également. Merci beaucoup Sébastien. Allez, encore un dernier pour la route, parce qu'après Z, évidemment, c'est W. Avec ce petit jeu, Wordle, qui permettent de faire des jeux de mots. Benoît, tu voulais absolument nous en parler. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce jeu, j'ai presque envie de vous dire. Ça va vous faire penser à quelque chose, je vais rien dire dans l'immédiat, mais tu vas nous expliquer en quoi toi, ça t'a amusé. Voilà, ça m'a amusé parce que je l'ai mis le sujet très tard, je l'ai mis un quart d'heure avant, une demi-heure avant qu'on commence à enregistrer, ce qui explique qu'après que les lettres soient pas au bon endroit. Oui. Pardon. Mais ça fait quelques jours que je vois ça sur ma timeline Twitter dans les anglo-saxons. Il y a des drôles de carrés qui apparaissent et je me disais tiens, c'est quoi ces carrés ? C'est Wordle. Donc c'est un petit jeu très simple, on joue tous à essayer de deviner un mot et on a tous le même mot. Donc tous les jours il y a un nouveau mot et on a tous le même mot. Et c'est en anglais, donc c'est un mot en anglais, 5-6 lettres, et il faut essayer de deviner le mot en le plus petit nombre de lettres. Mais alors, là où le jeu a été très malin, c'est que quand on a la solution, il propose une petite visualisation très claire sous forme de petits carrés avec des couleurs qui dit en combien de coups tu as trouvé et quelles sont les lettres que tu as utilisées, et après tu retweets ça. Et donc les gens disent ah oui, le Wordle du jour, et hop, on va voir le. Donc moi ça faisait quelques jours que je voyais ces carrés dans ce que c'était. Tout à l'heure, en attendant l'enregistrement, je suis allé voir, j'ai fait mon petit Wordle de la journée, mon premier Wordle, et j'ai partagé mon Wordle sur Twitter. Et puis je me suis dit il faut absolument que j'en parle parce que c'est. Alors
C'est le jeu Motus. T'es loin sur le mot du jour. Hein. Oui, je sais. Mais j'étais très proche là tantôt. Eh ben oui, je suis très très loin. C'était, oui, c'est ça. C'est le jeu Motus. Motus. Vous voyez, il y a les mots en 5 lettres. Ouais, oui, mais partageable. Ici, il est viral en plus. Voilà. Tu l'as eu le mot du jour ou pas qu'on puisse montrer le mot du jour en 3 coups. En 3 coups en plus. Je suis assez fier de moi en 3 coups. Je sais qu'il y a un G dedans, mais je ne sais plus. Il y a un G, il y a un E. On va pas le dire. On va pas le dire. Non, on va pas le dire. C'est pas très radiophonique. Hein. Le gars de la marque est en train de jouer. Donc, en gros, il a tapé bonus, mais il n'y a aucune voilà. correcte. C'est correct. Donc en fait, simplement, j'ai dit Motus. Tous ceux qui connaissent le jeu Motus, qui a fait les belles heures de la télévision française, et qui, dès que tu avais un rhume, une grippe, tu restais à la maison, tu regardais Motus sur la chaîne française. Avant Pyramide. Voilà, avant Pyramide, et tu donnais des mots en 5 lettres, et puis on te dit quand il y a une lettre bien placée, et si elle est bien placée, s'il y a une lettre qui existe mais mal placée, on te l'indique aussi. Et puis après, tu lui as donné un autre mot avec les bonnes lettres, etc. Il y avait un autre jeu qui existait comme ça aussi avec des couleurs, qui était un peu sur le même principe. Mastermind, c'est un peu le même principe également. Ici, la mise en page en plus de l'application, c'est dans une page web, c'est très bien fait. Hein, il faut le dire, avec des couleurs, avec un petit avantage, c'est que le clavier sur lequel on tape les lettres, sur lequel on clique les lettres, garde en mémoire ce que vous avez tapé. Donc c'est une petite aide entre guillemets on va pas réutiliser des lettres qu'on a déjà utilisées, on voit directement sur le clavier qu'elles ont déjà été utilisées, ça sert à rien de retaper dessus. Enfin voilà, donc si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas avec ce petit jeu, ça a bien amusé Benoît, donc ça peut vous amuser aussi. Si, je vous assure. Et voilà qui conclut ce 333e épisode des Technos, sur une année qui s'achève petit à petit. Il y aura un épisode la semaine prochaine, il y aura même un bonus d'ici là, que nous allons vous enregistrer dans la foulée ici, et donc que vous pourrez découvrir assez rapidement. N'hésitez pas à nous suivre, comme d'habitude, sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous-même vous êtes. Si vous y êtes, on y est. Normalement, on n'est pas sur TikTok. Je le dis directement, parce que j'entends ici, TikTok. Non, il n'y a pas TikTok. Mais par contre, tous les autres, oui, normalement. Donc voilà. Et n'hésitez pas également à mettre des pouces ou des étoiles sur les applications, sur YouTube, sur les applications de podcast. Les commentaires sont les bienvenus également. Et puis on se dit donc à très bientôt. De bonnes fêtes de fin d'année si vous ne nous écoutez plus. Je salue mes petits camarades, Sébastien et Benoît. Passez de bonnes fêtes de fin d'année si on nous écoute plus, mais je sais que vous allez encore, enfin on s'est bien compris, la semaine prochaine oui c'est ça, au bonus, donc on va pas non plus, mais voilà, bis au chat et à très bientôt si vous le voulez bien. Salut, passez une très très bonne semaine.